Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Nous avons tous rabâché les fables de La Fontaine sur les bancs de l'école, sans toujours bien comprendre leur portée morale et philosophique. C'est généralement plus tard, une fois adultes, que nous les apprécions à leur juste valeur. Pour ma part, je ne me lasse pas de les relire et de m'émerveiller à l'instar de Nicolas, un étudiant en lettres de 20 ans. Le 31 décembre 1999, Nicolas se trouve dans la gare de Rennes sur le quai numéro 2. C'est la cohue des grands soirs de départ. Le jeune homme se fraye un chemin pour rejoindre son train. Soudain, pris dans la bousculade, il perd son portefeuille qui se vide dans les escaliers. Affairé à rassembler son modeste bien, il entend désespéré les portes des wagons claquer derrière lui. Il est 20 heures. Nicolas devra se contenter de lui-même pour fêter le passage à la nouvelle année. J'étais juste sur l'horloge de la gare de Rennes en train de recompter mon argent pour voir si je pouvais me payer un taxi. C'est pas avec ce que je venais de gagner dans mes cours particuliers que je pouvais aller loin. J'étais furax. Je regardais les gens qui s'apprêtaient à vibrer toute la nuit. C'était le passage à l'an 2000 quand même. À ce moment-là, un homme est venu dans ma direction. La quarantaine, les tempes grisonnantes, l'homme à la carrure massive porte un manteau noir et des gants en cuir. Quand il aperçoit Nicolas, il s'en approche et lui glisse furtivement à l'oreille « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Moi, comme par réflexe, je lui ai répondu, tenait dans son bec un fromage. Les fables, je les connaissais par cœur, hein. Et sans que je comprenne pourquoi, ce type me dit « Rendez-vous à minuit précise devant le 183 avenue Gabriel Péri ». Je sais pas, j'ai dû hocher la tête comme pour dire d'accord. En fait, je savais pas trop à quoi il ressemblait. Je devais juste prendre contact. On me dit qu'il se trouverait sous l'horloge à 20h15, qu'il fouillerait dans son portefeuille et qu'il connaissait la fable. Et tout correspondait. Enfin, presque. Il allait partir quand il s'est retourné vers moi après avoir regardé l'horloge. Il m'a dit, là, vous avez 6 minutes d'avance. Ce soir, c'est à l'heure précise, pas plus. Et il a filé. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête sur le coup, mais j'ai noté l'adresse pour être sûr de m'en rappeler. Pourquoi faire, ça, j'en sais rien. Oh, d'accord, je venais de rater ma soirée, mais bon. J'ai rejoint mes collègues. J'aurais dit que tout s'était bien passé. Le rendez-vous était pris. Bon, que le mec, il me paraissait un peu jeune pour ce type de boulot. Mais ils m'ont répondu que du moment que ça savait conduire, et vite si possible, c'est tout ce qu'on lui demandait. J'allais partir quand à 20h15 précise, un homme est venu sous l'horloge, a sorti son portefeuille et a commencé à compter son argent. Exactement les mêmes gestes que moi 5 minutes avant. Ça a fait tilt. Ça devait être un signe de reconnaissance ou quelque chose comme ça. C'était un petit peu le même genre de bonhomme, avec un chapeau mou, des gants, une fine moustache. Je me suis approché de lui et je lui ai chuchoté à l'oreille, Maître Corbeau sur un arbre perché. Et lui qui me répond, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et hop, il part dans la foule. C'était le contact, le vrai contact. J'ai fait le malin, mais je commençais à cogiter et à avoir la trouille. Je me retrouvais dans une affaire pour le moins bizarre et ça sentait le coup fourré. Des espions, des terroristes, les agents secrets. J'en sais rien. À ce moment-là, j'ai préféré aller voir la police. Non, je l'ai pas cru, le gamin. C'était quoi cette histoire de gare, de complot, présumé, de fable? Non, je vous promets, en 30 ans de carrière, j'avais jamais entendu une telle histoire. Et pourtant... J'ai donné tous les détails. Le rendez-vous sous l'horloge, ce premier type qui est venu me voir, le mot de passe, le rendez-vous, bien sûr, et le deuxième personnage. J'ai même décrit à l'inspecteur physiquement les deux personnes. Je pensais qu'il allait me montrer un classeur, comme dans les films, avec le portrait des personnes recherchées ou les personnes qui venaient de sortir de prison. Bah non, même pas. Nicolas est soulagé. Après tout, n'a-t-il pas rempli son devoir de citoyen en signalant l'incident à la police? Néanmoins, si l'inspecteur Dupuis l'a écouté d'une oreille incrédule, son récit n'a pas échappé à la curiosité d'un policier stagiaire. C'est ce truc-là. Ouais, ça, l'histoire conjugale, c'est fini, ça? C'est culturel? Faut se mettre dessus, hein. Je venais à peine de rejoindre la brigade. C'était mon premier poste. Bon, vous pouvez comprendre que on n'est pas là pour faire des preuves d'initiative personnelle quand on arrive dans une brigade. Pourtant, quand j'ai entendu la discussion entre le jeune homme et l'inspecteur Dupuis, j'ai pas pu m'empêcher de m'intéresser à cette histoire. J'allais sortir du commissariat quand il y a un jeune policier qui est venu me voir, Marshall, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il m'a demandé de le suivre à la cafétéria pour lui raconter ce que je venais de dire à l'inspecteur. Alors je lui resserre les mêmes choses, le rendez-vous, le premier type, la fable, l'adresse, le deuxième type.
Et puis je sais pas pourquoi sur lui ça avait l'air de prendre. Bah, peut-être parce qu'on avait à peu près le même âge. Ça me paraissait effectivement farfelu comme récit. Le jeune homme me paraissait quand même sincère. Et à ce moment-là, je lui ai demandé de rester 10 minutes, de patienter 10 minutes pour pouvoir en reparler à mon chef. Il paraissait convaincu par l'histoire, ou du moins, il a réussi à me convaincre que ça valait peut-être le coup d'aller faire un saut à l'adresse du rendez-vous. Nous y sommes allés avec le jeune homme, et comme prévu... Il y avait rien. Ou en tout cas presque rien, juste une agence immobilière, je crois. Il était 10 heures, la rue était complètement déserte. Je suis descendu de la voiture pour faire un petit tour, voir si je voyais un des deux types de la gare. Les deux policiers sont venus avec moi, mais très rapidement, le plus vieux, l'inspecteur, a dit quelque chose du genre « Allez hop, on n'a pas que ça à faire, on y va ». J'étais pas furieux du tout, mais il fallait rentrer au commissariat parce que, en général, les nuits de réveillon sont faussement calmes. Et là, c'était quand même la nuit de l'an 2000. Donc on a repris la voiture, on a déposé le gamin au centre-ville et on est retourné à nos dossiers. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que le gamin lâcherait pas l'affaire. Il est 23 heures quand Nicolas se retrouve seul, son sac sur le dos au cœur de Rennes. En dépit du froid qui brûle les visages et de la bruine qui glace les os, les bars sont pleins et des groupes de fêtards déambulent dans les rues. Le passage à l'an 2000 approche dans la fébrilité. Sur la place, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes qui buvaient, qui chantaient. Je me suis joint à eux pour avoir un petit peu l'impression de participer à la fête, quoi. Et je m'en voulais quand même un petit peu d'avoir emmené le jeune policier dans cette affaire. Mais bon. En revenant donc au bureau, et j'ai eu le droit à une petite leçon de mon chef. C'était tout à fait normal. Il est resté courtois, je peux même dire paternaliste. Et je me souviens encore, il me disait « Marshall, c'est pas très grave, vous êtes jeune, vous êtes là pour apprendre. » Bon. Et puis rapidement, les premières interventions liées au dérapage du réveillon m'ont remis les pieds sur terre. On était à une demi-heure du passage à l'an 2000, donc une demi-heure avant le fameux rendez-vous. Et à ce moment-là, ça me revient. À la gare, le bonhomme, il m'avait dit devant le 183. C'était peut-être qu'un point de rendez-vous pour se retrouver et aller ailleurs ensemble. Je sais pas ce qui me prenait, mais il fallait que j'y aille, c'était plus fort que moi. J'ai profité du départ d'une des filles de la bande pour lui demander de me déposer pas loin du 183. Je voulais pas que les types de la gare la voient. Il devait être -5 quand on est arrivé sur l'avenue Gabriel Péri. Je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment, alors j'ai demandé au chauffeur de la première voiture d'aller se garer un peu plus loin, histoire de surveiller un peu le quartier et voir. Il y avait personne. Et à minuit pile, le contact est arrivé comme prévu devant le 183. Il y a une première voiture qui est arrivée. Une énorme berline allemande noire. Je me rappelle, j'ai tout de suite vu, à côté du conducteur, le type de la gare. On a échangé quelques mots, mais je me rappelle absolument pas quoi, tellement j'étais terrorisé. C'est que ça rigolait plus, là, c'était bel et bien réel. Bon, le gars, il avait l'air un peu inquiet, mais en même temps, dans ce genre d'opération, on n'emmène pas très large, quoi. Donc, je lui ai quand même demandé par réflexe s'il avait déjà conduit ce type de voiture. Il y a une deuxième voiture qui est arrivée, un même monstre. Moi, j'avais mon permis depuis à peine 6 mois, et à part la petite voiture de ma mère, j'avais jamais rien conduit d'autre. Et le type me dit, ça c'est ta voiture, tu prends le volant, tu nous suis. Je suis monté dans la voiture, et là, je me suis retrouvé à côté d'une espèce de masse, un monstre, qui comme première parole m'a dit, et ça je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a fait « Eh, t'as vu, il est beau mon joujou, il est tout neuf !» Merde, une arme, un pistolet! Et je peux vous dire que j'y connais rien en armes, mais j'ai senti la sueur couler sur mon front. C'était l'horreur, j'étais tellement terrorisé que j'ai calé au démarrage. Il m'a même fait « Oh, Schumacher, attention !» J'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire. Les histoires incroyables. C'est bien malgré lui que Nicolas est entraîné dans une lointaine banlieue de Rennes, tremblant et terrifié. Au bout de quelques minutes, son voisin le fait stopper sur un terrain vague en bordure d'un centre commercial. La seconde berline se gare à ses côtés. Les images folles et saccadées d'un vieux film policier dansent quelques secondes dans le cerveau enfiévré de l'étudiant. Mais il ne s'agit pas ici d'un scénario ou d'un spectacle. Nicolas est bel et bien plongé dans une réalité dont il est le héros et la victime. J'ai ouvert le coffre, j'ai sorti les armes, les balles. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Le premier s'occupait du vigile, le deuxième du coffre,
Et moi et le gamin, on restait dans les voitures à faire le guet, histoire de prévenir au cas où. Et après on filait. C'était un jeu d'enfant, normalement. Quand j'ai vu l'attirail, tout était clair. Je me retrouvais en plein cœur d'un braquage. Et c'est comme ça que je me suis vu avec un bas sur la tête et un flingue posé à côté de moi sur la banquette. J'avais une de ces frousses. Je transpirais, j'avais les mains moites, j'avais envie de hurler. Et c'est que ça rigolait plus, là, c'était bel et bien réel. J'avais tellement la trouille que j'ai failli prendre le flingue et m'enfuir en courant. Je suis resté en contact radio avec les deux autres. Et vraiment tout se passait comme prévu. Ils avaient neutralisé le gardien, le coffre avait sauté. Et j'ai vu les gars revenir avec le butin. Vraiment, ça se passait comme dans un rêve. Bon, j'étais sur le point de craquer. Et là, j'ai vu cette espèce de colosse arriver vers moi en courant avec 2 énormes sacs à la main. Je suis sorti de la voiture à toute allure, j'ai ouvert le coffre comme par réflexe, il a tout mis dedans, je suis remonté dans la voiture, j'ai mis le contact, j'ai accéléré comme un dératé, la voiture, l'autre, elle était déjà partie depuis longtemps. Ce qui était très surprenant, c'est que c'était comme s'il y avait moi aussi très peur de me faire attraper. Alors que j'attendais que ça, je contrôlais plus rien, ce qui se passait. Et donc, on est parti à toute allure. Et là, on est arrivé à une espèce de rond-point. Il y a eu plein de lumière, des cris, j'ai entendu des coups de frein, je contrôlais plus rien. Et là, le noir total, quoi. Donc on était arrivé vers 23h45. C'était 23h45 pour une dispute conjugale, je crois. Pas très loin de l'avenue Gabriel Péry. Avec une brigade qui, elle, devait faire le tour de la zone industrielle. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé à l'histoire du jeune homme. Et que j'ai demandé donc une dernière fois à l'inspecteur Dupuis si on pouvait aller jeter un œil rapidement et profiter des 3 véhicules de fonction qu'on avait avec la brigade. Ah, j'arrivais pas à le freiner non plus, hein. Là, donc on s'est garé discrètement derrière un pavillon. On a attendu et puis là on a vu nos 2 véhicules en question, donc qui sont 2 berlines allemandes, qui sont arrivés et qui ont filé directement vers le centre commercial. À ce moment-là, donc, je pensais qu'il fallait intervenir tout de suite, mais... Là, je lui ai dit, hein, si le gamin avait dit vrai, il était forcément dans une des 2 voitures et pouvait devenir un otage potentiel. Hein. Donc on les a attendus à la sortie de la zone industrielle, et puis c'est là que le choc a eu lieu. On s'était posté donc à l'unique sortie de la zone industrielle. Il y avait un rond-point, on avait 3 voitures. Chaque voiture bloquait une sortie. C'est là qu'on a vu arriver les 2 berlines à toute allure. On est sorti des véhicules, on a braqué police. Et là... Je me rappelle d'une grosse bosse, et j'avais du mal à ouvrir les yeux, mais je voyais quand même des blouses blanches et des uniformes. Vu comme j'étais dans le gaz, je me suis dit que j'étais à l'hôpital. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y avait le jeune policier qui m'a très rapidement expliqué ce qui s'était passé. Et puis le second conducteur, qui apparemment n'a pas eu le temps de réagir, a percuté la première voiture, est parti faire des tonneaux directement sur le terre-plein central. Par miracle, pas de mort, mais quand même 2 blessés, enfin 2 amochés, qui étaient le conducteur et le passager de la 2e voiture. Et donc, malheureusement, comme on le redoutait, le jeune homme du commissariat... En tout cas, c'était la première grosse affaire que résolvait l'officier Marchal, faut le dire aussi. Bah moi, je tenais surtout à remercier la confiance que m'a fait l'inspecteur Dupuis, parce que je pense que, sincèrement, on aurait... Voilà, ce soir-là, on aurait pu avoir des morts. Ouais. Grâce à l'entêtement un peu naïf de 2 jeunes gens, les premiers braqueurs de l'an 2000 sont sous les verrous. Tandis que Nicolas se rétablit à l'hôpital de blessures légères, Marchal a droit aux félicitations de ses supérieurs pour l'arrestation de dangereux malfaiteurs. Le second chauffeur de la bande, condamné à 4 ans d'emprisonnement, a été libéré avant d'avoir purgé sa peine. Libéré pour bonne conduite, si je puis dire. Je crois savoir aussi que Nicolas, devenu aujourd'hui instituteur, met une passion toute particulière à enseigner à ses élèves les fables de La Fontaine. Pierre Bellemare, les histoires incroyables.